On a une face cachée du yoga, donc JP ici a préparé quelque chose pour nous en parler. Oui, enfin, une face cachée. Disons que j'ai eu un petit peu de cynisme par rapport au yoga, parce que moi, quand j'entends parler du yoga, je ne vois que des aspects positifs, le côté bien-être, le côté méditation. Et pour moi, c'était trop beau pour être vrai. Je me suis dit, il doit avoir un petit quelque chose. Donc voilà, je suis parti à la recherche. J'ai été un peu survolé tout ce qu'on pouvait trouver rapidement sur le yoga. Et mon premier axe de recherche a été de me dire, est-ce que le yoga peut être violent ? Parce que c'est vrai, on voit tellement l'aspect calme et serein dans les postures. Est-ce que ça peut être violent ? Est-ce que, comme au karaté, qui est un sport de défense, on peut utiliser ça pour se défendre d'une agression ou autre ? Et ben malheureusement non, hein. J'ai bien vu qu'une position du lotus, c'est pas ça qui va arrêter un agresseur en pleine nuit. Non. Donc voilà, j'ai creusé un petit peu à ce niveau-là et en fait je suis donc tombé sur un des principes visiblement fondateurs du yoga, qui est donc l'ahimsa, donc le principe de non-violence. Si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez m'arrêter. Tout à fait. Oui. Et donc qui apparemment signifierait littéralement ne nuire à aucun être vivant et ne pas causer de souffrance ou de dommages. Donc voilà, je suis content de ne pas avoir dit de bêtises. Tout à fait. Je suis tombé sur un extrait d'un livre d'Eva Ruchpol, qui est apparemment une éminente enseignante de yoga et une des premières yogis d'Europe, qui a expliqué dans son livre Hatha Yoga que la violence est le blocage empêchant la libération du yoga. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en ce sens, on pourrait considérer que la seule violence relative au yoga, c'est la violence qu'on s'inflige au niveau de deux blocages qu'elle-même a déterminés, c'est-à-dire les blocages physiques et psychiques. Les blocages physiques dans la difficulté qu'on peut avoir au début de faire certains mouvements, d'être pas assez souple, d'être trop rigide. Et le blocage psychique dans le sens où on va s'énerver, où on va vouloir forcer. Or qu'il faut tout simplement prendre le temps que son corps s'habitue en fait et qu'on puisse réaliser les mouvements escomptés. Donc au niveau de la violence, c'est malheureusement la seule chose que j'ai trouvée. Et donc j'ai continué ma petite quête de vérité à ce niveau-là pour savoir est-ce qu'il faut quand même avoir d'autres points. Et c'est là que je suis tombé sur un article de Bernadette de Gasquet, qui est un médecin et un professeur de yoga, qui, elle, parle plutôt d'une inquiétude par rapport au yoga actuellement. C'est une inquiétude au niveau de la mécompréhension, si je puis dire, de toute la richesse que peut avoir le yoga. Ouais. Donc, par cela, elle a surtout énormément peur d'enseignants qu'on peut voir sur YouTube ou autres, ou qui n'ont pas d'agrégation, et qui vont plus se baser sur les exercices de souplesse qu'on peut retrouver dans le yoga, mais sans forcément s'attarder sur des exercices de respiration, sans prendre en compte cette sphère-là, ou même sans prendre en compte du tout la sphère spirituelle. Vraiment comme si le yoga était devenu des étirements, quoi, tout simplement. Donc à ce niveau-là, elle me met très en garde. Et c'est là qu'elle a titillé davantage ma curiosité, parce qu'elle a aussi mentionné l'aspect dangereux que peut avoir un professeur sur ses élèves. Tout à fait. Et donc, à ce niveau-là, elle a utilisé le terme de dérive sectaire, et là je me suis dit là il faut que je plonge, un pied. Quand on cherche on trouve. C'est ça. Donc voilà, j'ai fait 3 petites trouvailles, vous me direz ce que vous en avez pensé. Alors la première, c'est le Siddha Yoga. Donc apparemment c'est une secte hindouiste qui se définit comme étant le yoga des parfaits. Il s'agit d'une pâtisserie. Je ne le ferai plus jamais. Bon, tu as tenu une demi-heure. Donc, il s'agit d'une quête parfaite de la réalisation de soi. Une quête qui, une fois atteinte, permettrait d'avoir des pouvoirs, des siddhis, comme on appelle ça. Et pour ce faire, le yogi doit passer par des exercices respiratoires et des postures bien définies afin de pouvoir emmagasiner de l'énergie dans ses chakras afin d'atteindre le ou la Kundalini. Peut-être que vous pourrez nous commenter le Kundalini par la suite. Oui. On aurait dû prendre des notes. Alors, je l'ai surligné dans mon historique, comme ça je suis prête. D'après ce que j'ai trouvé, répondre dans l'ordre. Le Kundalini, en fait, ça partirait du sacrum, ça remonterait le long de la colonne vertébrale pour atteindre le cerveau, et ça nous permettrait ainsi de nous éveiller à ce qu'ils appellent l'absolu.
Bon, bien évidemment, dans le principe de ce culte, pour parfaire la réussite de cette quête, les dons plus ou moins généreux sont habilement suggérés. Évidemment. Ah, évidemment, oui. L'aspect monétaire est présent, bien évidemment, et l'aspect sectaire de la chose se renforce visiblement par une emprise spirituelle qui se manifeste de plus en plus sur les adeptes au fil du temps. Donc ça, c'était du côté du Siddha Yoga. Mais si l'on doit parler d'influence et d'emprise, j'avoue que j'ai une petite préférence pour le Sahaja Yoga que j'ai découvert il y a peu et qui m'a fortement intéressé. Parce qu'en fait là, on n'est plus vraiment sur une secte, mais vraiment sur une espèce de culte religieux. Donc le Sahaja Yoga a été fondé en 1970 et il repose sur une seule personne, une femme du nom de Nirmala Devi, qui est dans ce mouvement appelé Shri Mataji, qui apparemment signifie Sainte Mère. Donc, alors, au niveau de son approche, on va dire que ça peut être séduisant et attirant pour les néophytes, étant donné qu'elle ne repose sur aucun dogme apparent, ni aucun investissement, et ne nécessiterait qu'une méditation de 10 à 15 minutes par jour. Donc, j'ai fait le test, j'ai été voir sur le net, on peut trouver une séance d'initiation sur YouTube qui dure 10-12 minutes. Et là, d'entrée de jeu, voilà, directement, elle nous met dans une situation de relaxation, de détente, dans une posture assez banale, étant donné qu'il suffit d'être assis, une main sur un genou, l'autre sur le cœur ou sur les côtes, et de nous répéter des phrases de mise en confiance, mais où elle va toujours se faire appeler elle-même mère, et où toutes nos phrases nos questions doivent être posées à elle-même, ou alors on a des phrases à répéter, mais qui s'adressent à elle, toujours en utilisant le mot mère. Donc, en creusant un petit peu, j'ai remarqué que son culte se basait de plus en plus sur une espèce de vérité absolue qui serait détenue par cette sainte mère, et que donc que ses actes et ses paroles font acte de foi, quoi. Bon. Mais la petite cerise sur le gâteau quand même, c'est que dans ce mouvement-là, les mariages ne sont pas interdits, mais ils doivent être choisis par la Sainte Mère ou tout du moins en recevoir son approbation. Et en ce qui concerne la progéniture, eh bien, les parents sont vivement encouragés de placer leurs enfants dans un internat de l'organisation qu'on peut trouver à Rome ou en Inde. Ok. Donc voilà. Alors, pour la petite anecdote en plus, je suis tombé sur des questions-réponses sur des sites promouvant le Sahaja Yoga. Et il a indiqué que les adeptes sont encouragés à user d'une photo de la Sainte Mère dans le cadre de leur méditation afin de mieux pouvoir se connecter à ses vibrations et son énergie. Alors pour information, j'ai vu que c'était encore présent en Belgique, à travers le pays. Il y a un site internet qui offre pas mal de précisions, mais bien évidemment, comme sur beaucoup de sites identiques, l'investissement personnel devra toujours être plus grand si on veut les meilleurs résultats possibles. Ouais. Donc voilà. Alors, nous avons tantôt parlé du Kundalini, et on va y revenir avec la fin des années 60 aux États-Unis, où il y a un certain gourou du nom de Yogi Bhajan qui va conceptualiser cette notion de Kundalini comme énergie. Donc son yoga va se concentrer sur des mouvements très répétitifs qui vont solliciter énormément la respiration et créer une forme d'hyperventilation qui va amener les pratiquants à une sorte d'état second où on est en train de planer. Un peu comme moi quand j'ai fini une chronique en fait. Donc en soi on peut dire que c'est une méthodologie idéale pour créer une forme d'addiction à quelque chose de naturel et de sain. Sauf que Yogi Bhajan, c'est autant un gourou qu'un millionnaire, qu'un homme d'affaires, qu'un entrepreneur. Et pour l'information, il a créé une marque de tisane qui s'appelle le Yogi Tea. Et devinez quoi, tous ses adeptes, enfin en tout cas pour ses plus fidèles, étaient utilisés, exploités pour travailler des douzaines d'heures par jour contre une rémunération très misérable. Et ils étaient nourris de manière très stricte. Mais pour les partisans de ce mouvement, ils diront toujours que ces restrictions modifiaient leur vie de manière positive et que leur sacrifice était volontaire. Autrement dit, on peut dire que ce Yogi Bhajan avait tout gagné sur toute la ligne, mais j'ai bien dit avait parce que ce gourou nous a quittés en 2004. Et sur le coup, j'ai envie de me dire que j'ai également gagné parce que j'ai quand même trouvé la petite tache, le petit point noir avec cette petite secte.
Et ben, au final, malgré cette victoire, j'en suis pas sorti heureux. Parce que je me suis dit, J'espère. voilà. Non, vous seriez un sadique. Je me suis dit oui, c'est une victoire sans appel, mais c'est cyniquement sans appel, parce qu'au final, je me dis que le yoga ne doit pas spécialement être quelque chose d'absolument négatif ou d'hyper lumineux non plus. Je préfère me dire que c'est une libre interprétation qui doit évoluer en fonction de ce qu'on considère, de ce qu'on lui apporte, ou même de ce qu'on peut lui inventer, après tout. Et que, loin de ce cynisme dont j'ai parlé, qu'il devrait continuer d'être considéré comme il a toujours été, c'est-à-dire soit une espèce de philosophie dogmatique au niveau de l'Inde qui remonterait possiblement à 5000 ans, on en discutait tout à l'heure, mais bon, tout est possible, et où le point phare est surtout la quête de l'éveil vers la véritable sagesse et la plénitude, ou alors soit, pour le côté plus occidental, et pour nous tous, en fait, autour de cette table, cette gymnastique plutôt douce et étrange qui nous tend à guider vers la santé et le bien-être. Ok, merci beaucoup JPM. C'est ça l'histoire du yoga, je pense. Oui, ça en fait partie, en tout cas. Mais je trouve que c'est bien que tu aies soulevé ces questions de dérive sectaire. Parce qu'en fait, il n'y a pas que ça. Ce que tu as soulevé comme problème, c'est principalement des choses qui ont émergé dans les années 60. Il y a des trucs beaucoup plus récents. Il y a des scandales sexuels avec des gourous qui ont clairement abusé de leurs élèves. Je pense qu'il y a des abus psychologiques qui sont assez courants. Et donc, c'est une bonne occasion de rappeler que oui, c'est une pratique qui est personnelle, qui doit, pour moi, amener au bien-être, mais surtout sur laquelle il faut avoir un certain recul et pouvoir se poser des questions. La position du prof est particulièrement importante. Nous, en tant qu'enseignants, on est formés à ça. Enfin, je pense qu'on est sensibilisés, en tout cas, à ces questions d'emprise qu'on peut avoir sur les personnes, des questions de transfert, parfois ce genre de choses. Ça reste délicat. Pas encore forcément assez, encore je assez pense. formé. Non, effectivement, mais on commence à être sensibilisé. Et je pense que c'est important. C'est dans la personnalité aussi. Oui, tout à fait. Après, donc, je rejoins vraiment ça. C'est pour ça que j'aime bien les pratiques de yoga comme celles que j'enseigne. Il n'y a pas que cette école-là où on est vraiment basé sur la pratique, où on part vraiment du principe qu'on n'a rien à apprendre aux autres. Tout à fait. On peut juste leur partager ce qu'on a découvert chez nous et quelque chose qui nous a rendu plus conscients de notre corps ou plus conscients de manière générale dans les relations aux autres, sur ça c'est juste, ça c'est pas juste. Je préfère vraiment ne rien dire aux élèves sur l'alcool non, la cigarette non plus, végétarien, des légumes le matin. Enfin, chacun fait ce qu'il veut au final. Et ça arrive de toute façon souvent que après 6 mois de cours, les élèves d'eux-mêmes partagent qu'ils sentent un changement juste avec la pratique, mais c'est des pratiques qui amènent vers la relaxation, et la relaxation donne envie d'être juste plus juste, d'être mieux, de s'orienter vers un mieux. Donc chacun va remettre en question ses propres comportements, sa propre manière d'être, ses propres ressentis, et va essayer d'améliorer. Et c'est comme ça qu'on avance vers le bonheur. De toute façon, c'est aussi une quête du bonheur via des exercices qui permettent d'avancer. Mais je pense que c'est important effectivement de ne pas de sortir complètement du dogme, comme tu disais. Là, ici, on est vraiment dans des courants, des vieux courants du dogme, et on est dans une période de l'humanité où les dogmes commencent à disparaître progressivement pour laisser vraiment la place à l'individualité de chacun. UFM, la radio montoise.